Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où l'on dévoile ce que les projecteurs ne montrent jamais. Aujourd'hui, accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur d'une histoire bouleversante et inattendue. Une histoire que même les plus fidèles fans de Cyril Ferraud n'avaient jamais imaginée. Animateur charismatique, sourire impeccable, image lisse et sans scandale. Cyril Ferraud semble incarner la perfection à la télévision française. Mais que cache réellement cet homme que la France adore? Quel secret se dissimule derrière ses apparitions toujours maîtrisées? Et surtout, qui est cette femme qui a éclaté en larmes le jour de leur mariage, bouleversant toute la cérémonie en révélant un secret déchirant? Ce secret, elle l'a porté seule pendant des années. Ce jour-là, devant famille, amis, et même Cyril lui-même, elle n'a plus pu se taire. Son discours, imprévu et chargé d'émotion, a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Un nom, Tim, est revenu encore et encore. Mais qui est Tim? Et pourquoi ce prénom provoque-t-il autant d'émotions, de chagrin et de silence lourd? Dans cette vidéo exclusive, nous allons revenir sur les moments les plus intimes du mariage de Cyril Ferraud. Un événement que les médias n'ont aperçu qu'en surface. Grâce à nos enquêtes, à des témoignages rares et à des images inédites, vous allez découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Préparez-vous à voir une autre facette de Cyril Ferraud, loin des caméras. Ce que vous allez entendre va peut-être changer à jamais votre regard sur l'animateur préféré des Français. Restez bien jusqu'à la fin. Vous comprendrez pourquoi ce mariage a été à la fois le plus beau et le plus douloureux jour de leur vie. Ce jour-là, le ciel était clair. Pas une ombre, pas un bruit. Juste le murmure discret des invités s'installant, les regards échangés, les sourires retenus. Tout semblait parfait, presque trop. Après des années de discrétion, Cyril Ferraud, l'animateur adoré des Français, allait enfin dire oui à la femme de sa vie. Les caméras étaient absentes, sur sa demande express. Ce moment, il ne voulait pas le partager avec le monde entier. Juste les proches, les amis sincères, et elle, la femme qui, ce jour-là, allait faire trembler tous les fondements de leur bonheur en révélant un nom qui allait tout changer. Tim Cyril, impeccable dans son costume gris clair, semblait détendu. Il riait, parlait avec chaleur à chaque invité. Beaucoup ne le connaissaient que comme le visage rassurant des jeux télévisés et des émissions culturelles. Mais ce jour-là, il était juste un homme amoureux. Un homme prêt à tourner une page, à ouvrir un nouveau chapitre. Son épouse, que nous appellerons ici Élise, était radieuse, belle, simple, vraie. Et pourtant, depuis le matin, une tension invisible semblait l'accompagner, comme un poids sur ses épaules. Certains l'ont prise pour le stress du grand jour. Mais ce qu'elle portait, c'était autre chose, un secret, enfoui depuis trop longtemps. La cérémonie avance, les discours se succèdent, des rires, des larmes de joie. Puis vient le tour d'Élise. Elle se lève, regarde Cyril. Une larme roule sur sa joue, mais ce n'est pas de bonheur. Sa voix tremble. Elle inspire profondément, comme si elle venait de faire un choix irréversible. Et elle commence « Cyril, tu es l'homme que j'aime, celui que j'ai choisi. Et aujourd'hui, je dois te dire quelque chose que je n'ai jamais osé révéler. Devant toi, devant tous, je ne peux plus garder le silence. » Les invités se figent. Le silence devient lourd. Puis elle prononce un prénom. Tim Cyril fronce les sourcils. Il ne comprend pas tout de suite, mais Élise continue, cette fois plus assurée, comme si libérée par le fait de parler enfin. Tim, c'est le nom de celui qui a changé ma vie, il y a bien longtemps. Avant toi, avant nous. Et aujourd'hui, son histoire fait partie de la nôtre, que tu le veuilles ou non. Qui est Tim? Un ancien amour, un enfant perdu, un frère disparu. L'atmosphère devient irrespirable. Cyril, pâle, ne bouge pas. Certains invités détournent les yeux, d'autres chuchotent. Le malaise est palpable. Élise, elle, parle encore, lentement. Chaque mot est un coup de poignard. Elle raconte l'histoire d'un jeune garçon, d'un été dramatique, d'un choix impossible, d'un secret qu'elle a apporté seule. Tim était mon fils. Je l'ai perdu avant même de pouvoir le tenir dans mes bras. Il est né et il est parti, aussitôt. Je n'ai jamais su comment t'en parler, Cyril. J'avais peur que tu partes, que tu ne veuilles plus de moi avec mon passé brisé. Et là, tout change. Ce n'est plus une histoire d'amour, mais une histoire de deuil, de mémoire, de vérité. Un mariage devient le théâtre d'une confession bouleversante. Lorsqu'Élise finit de parler, un silence glacial envahit l'espace. On n'entend plus que le bruit du vent caressant les feuillages, comme si même la nature elle-même s'était figée face à cette révélation. Cyril reste debout, figé. Il ne pleure pas, il ne parle pas. Mais ses yeux, eux, trahissant un mélange complexe. Choc
incompréhension, douleur, mais surtout, une profonde tendresse. Il ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'y attendait. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose résonne. Comme une pièce de puzzle qu'il n'avait jamais su où placer dans le comportement parfois distant d'Élise. Ses silences du soir, ses réveils en larmes, ses hésitations chaque fois qu'il parlait d'avoir un enfant. Élise, à cet instant, semble fragile, brisée. Mais elle tient tête. Elle regarde son époux sans détour. Elle a attendu ce jour pour lui dire la vérité, non pas pour gâcher leur bonheur, mais pour cesser de vivre dans le mensonge. Je ne pouvais pas commencer cette vie avec toi sans te montrer toute la vérité, même si cela signifie tout perdre. Ces mots frappent Cyril plus fort que tout. Tout perdre. Il comprend maintenant. Ce n'est pas une demande de pardon, c'est un acte d'amour, le plus pur, le plus risqué. Elle lui offre toute sa vérité, à lui de décider quoi en faire. Autour d'eux, les invités restent paralysés. Certains essuient discrètement une larme, d'autres échangent des regards gênés. Personne ne sait s'il faut applaudir le courage d'Élise ou fuir cette scène trop intime. Une vieille amie de Cyril murmure, elle aurait pu ne jamais lui dire, mais elle a choisi de le faire ici, devant nous tous. Ça, c'est de l'amour ou du désespoir. Le prêtre lui-même semble perdu. Il s'avance timidement, prêt à interrompre le silence, à reprendre la cérémonie. Mais Cyril lève la main. Non, pas encore. Il s'approche d'Élise, lentement, les yeux dans les yeux. « Tim, merci de m'avoir parlé de lui. » Élise éclate alors en sanglots. Pas de douleur, mais de soulagement. Il n'est pas parti. Il ne l'a pas rejeté. Il est resté. Et c'est là que Cyril, contre toute attente, prend à son tour la parole. Sa voix est calme, grave. « Tu crois que je suis parfait, Élise. Mais moi aussi. J'ai des choses que je n'ai jamais osé te dire. » Un murmure traverse l'assemblée. Le retournement est inattendu. Quand j'avais 22 ans, j'ai aimé une femme. Elle s'appelait Anaïs. Elle est tombée enceinte. Et un jour, elle est partie, sans laisser d'adresse. Je ne sais même pas si j'ai un enfant quelque part. Je n'ai jamais cherché. Par peur, par honte. Élise recule, surprise. Elle n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Peut-être que quelque part, il y a un Tim pour moi aussi. Le mariage, ce jour-là, ne sera pas comme les autres. Ce n'est plus une célébration de l'amour idéalisé, mais une union de deux vérités brutes. Deux êtres marqués par le passé, par la douleur, mais prêts à s'aimer malgré tout. Le prêtre, les mains légèrement tremblantes, reprend la parole. Souvent, on demande « Acceptez-vous de prendre pour époux ou épouse cette personne ?» Aujourd'hui, je crois que vous vous êtes choisi, non pour ce que vous cachez, mais pour ce que vous acceptez de montrer, même ce qui fait mal. Et dans un murmure collectif, on entend des applaudissements, spontanés, émus, authentiques. Cyril Ferraud, animateur emblématique de France Télévisions, est reconnu pour son sourire éclatant et sa personnalité chaleureuse. Cependant, derrière cette image publique se cache une histoire familiale riche et émouvante, marquée par des liens forts et des épreuves partagées. Bien que discret sur sa vie privée, Cyril a parfois partagé des moments intimes avec son public, offrant un aperçu de la famille qu'il a façonnée. Il y a des sourires qui cachent des histoires. Et celui de Cyril Ferraud, éclatant, chaleureux, si familier aux téléspectateurs français, en est un. Non pas qu'il mente, non. Mais il protège, il enveloppe. Il dit « tout va bien », même lorsque parfois le cœur vacille. Car derrière ce sourire se trouvent des racines profondes, des silences tenaces. Une famille qu'il a façonnée dans la lumière et dans l'ombre. Dans une maison modeste perchée dans les collines de Provence, Cyril a grandi entouré de champs de lavande et de silences pudiques. Sa mère, Hélène, était le type de femme qu'on ne remarque pas immédiatement. Une de ses présences discrètes mais vitale, comme l'oxygène dans une pièce. Femme forte à la tendresse muette, elle préparait toujours le petit déjeuner avant que Cyril n'ouvre les yeux. Son amour n'était pas fait de grands gestes, mais d'attentions minuscules, presque invisibles. Le pull lavé sans qu'on le demande. La lumière laissée allumée dans le couloir pour qu'il n'ait jamais peur de l'obscurité. Et surtout, son regard, toujours inquiet, toujours là. Le père Jean-Marc était l'opposé. Grand, imposant, à la voix grave et rare. Il n'aimait pas parler pour rien. Il préférait le bois, travailler avec ses mains. Il réparait des meubles, construisait des choses. Il ne savait pas vraiment quoi penser des rêves télévisuels de son fils. Mais il ne disait rien. Il regardait, simplement, parfois avec fierté, parfois avec une peur qu'il ne voulait pas nommer. La peur de voir Cyril partir, la peur qu'il ne revienne pas. Il y avait peu de disputes dans la maison Ferraud, mais aussi peu de confidences. Chacun portait ses blessures, comme des vêtements trop anciens pour être remplacés. Le passé n'était jamais vraiment discuté. La mort de la sœur aînée, par exemple.
celle que Cyril n'a jamais connue, était un silence sacré dans la famille. Un nom effacé des photos, une chambre verrouillée. Cyril sentait qu'il était né après la douleur, après l'explosion. Il était le ciment, l'espoir. Et il le savait, sans qu'on ait jamais eu besoin de le lui dire. Ce poids invisible l'a poussé à exceller, à sourire plus fort, à réussir, à ne jamais décevoir. À Paris, loin de la maison familiale, Cyril s'est construit une vie. Des plateaux télé, des gens qui l'applaudissent, des horaires impossibles, une réussite éclatante. Mais au fond, il revenait toujours à cette image, sa mère, assise sur le bord du lit, les mains croisées, à l'attendre. Son père, dans le jardin, les yeux levés vers le ciel. Comme s'il attendait quelque chose. Avec le temps, Cyril leur envoyait des lettres, des vraies, manuscrites. Il y racontait ce qu'il n'osait pas dire au téléphone. Il parlait de fatigue, de solitude, de peur parfois. Et sa mère les gardait, toutes, dans une boîte en fer, sous le lit. Il ne le savait pas. Il le devinerait plus tard, un jour d'hiver, en vidant la maison après leur départ. Car un jour, la maison s'est tue pour de bon. Ses parents sont partis à quelques mois d'intervalle. L'un a suivi l'autre, comme si l'amour ne pouvait pas survivre à la solitude. Ce jour-là, Cyril n'a pas souri. Il est resté longtemps dans la chambre de son enfance, à regarder le plafond. Puis il a ouvert cette boîte, et il a pleuré pour la première fois depuis très, très longtemps. Ce n'est qu'après cela qu'il a commencé à parler de sa famille. Pas devant les caméras, mais dans ses gestes, dans la douceur de sa voix quand il parlait d'un plat de son enfance, dans la tendresse avec laquelle il prenait la main d'un candidat plus âgé, dans le silence qu'il laissait parfois entre deux phrases. Là où d'autres auraient comblé le vide, lui laissait vivre l'émotion. Cyril Ferraud a été élevé dans une famille où l'on ne disait pas « je t'aime », on le vivait. Et c'est peut-être pour cela qu'il touche tant de gens. Parce qu'il sait lire entre les lignes, parce qu'il comprend ce qui ne se dit pas. Et peut-être qu'au fond, tout ce qu'il a construit aujourd'hui, ses succès, son image, son élégance, ce n'est pas pour être vu, mais pour que, quelque part, dans le silence de la mémoire, ses parents puissent être fiers. Encore et toujours, le succès a un prix. On croit souvent qu'il illumine tout, qu'il efface les failles. Mais plus Cyril avançait dans sa carrière, plus il sentait en lui une fracture difficile à nommer. Comme si, à chaque éloge, quelque chose en lui s'effritait silencieusement. Il avait construit un empire de sourires, mais il savait que derrière les rires, il manquait des voix qu'il n'entendait plus, ou qu'il n'avait jamais entendues. Il y avait notamment cet oncle, Pierre, le frère de son père. Un homme que Cyril n'avait vu qu'une poignée de fois dans sa vie, mais dont l'ombre planait à chaque repas de famille. Quand on prononçait son nom, les regards devenaient flous, les voix s'éteignaient. Pierre était le non-dit incarné. Selon les fragments d'histoires entendus au détour d'un escalier, il aurait quitté la maison familiale jeune après une violente dispute avec Jean-Marc, le père de Cyril. Une histoire d'argent ou d'amour, personne ne savait vraiment. Ou plutôt, personne ne voulait vraiment dire. À ses 18 ans, Cyril avait tenté une démarche. Il avait envoyé une carte à Pierre, trouvée grâce à une vieille adresse notée dans un carnet jauni. Aucune réponse. Silence, total. Mais ce silence n'avait rien d'anodin. Il pesait. Il renforçait l'idée que certaines lignes devaient être tracées à jamais, certains ponts irrémédiablement coupés. Et malgré son besoin de réconciliation, Cyril comprenait que toutes les histoires familiales ne finissaient pas par des retrouvailles en larmes. Certaines se terminent sans fin. Lorsqu'il a commencé à être reconnu dans la rue, quelque chose en lui s'est figé. Ce n'était pas la peur. C'était la sensation qu'il devenait un personnage pour les autres, alors qu'il avait tant de chapitres intimes, encore inachevés. Il souriait, il signait, il remerciait. Mais parfois, le soir, il restait des heures dans son appartement parisien, lumière tamisée, musique douce, à repenser à la maison de Digne-les-Bains, au repas du dimanche, à l'odeur du linge séché au vent, à la main rugueuse de son père sur son épaule. Après sa première émission à la radio locale, il se souvenait aussi des conflits, de ces fois où sa mère disait « Tu vis trop vite, Cyril, tu oublies l'essentiel ». Mais qu'était l'essentiel, au fond? La réponse n'était jamais simple. Et puis, il y avait ce moment, un moment que personne ne connaissait. La veille de l'enterrement de sa mère, Cyril avait dormi dans sa chambre d'enfance. Là, au mur, une vieille photo. Lui, à 6 ans, déguisé en chevalier, tenant la main d'une petite fille blonde. Il ne savait plus qui elle était. En retournant la photo, un prénom, Maëlys. Le nom avait résonné comme une énigme oubliée. En creusant, dans les cartons, dans les lettres pliées au fond des tiroirs, il avait reconstitué l'histoire. Maëlys était la fille de sa tante Clara, disparue tragiquement à l'âge de 12 ans. Un accident de vélo.
un virage, une voiture. Et depuis, plus personne n'en parlait. Elle avait été effacée du récit familial, comme si son existence avait été une tâche trop douloureuse. Mais pour Cyril, c'était une révélation. Il comprenait enfin ce silence pesant dans les réunions de famille, ce vide inexplicable quand il posait des questions sur son enfance. Maëlys était le fantôme silencieux de son héritage. Et alors, il prit une décision étrange. Il commença à écrire une lettre chaque année à cette cousine qu'il n'avait jamais vraiment connue. Il écrivait comme s'ils avaient grandi ensemble, comme s'il lui racontait la vie qu'elle n'aurait jamais eue. Il ne les envoyait pas, il les conservait, dans une boîte, comme sa mère avait fait avec ses lettres à elle. Ce qu'il comprit, à mesure que les années passaient, c'est que sa famille ne se mesurait pas à sa présence physique. Elle existait dans les objets, dans les absents, dans les silences et dans les gestes transmis, dans la manière dont il touchait le bras d'un candidat stressé, dans la tendresse de ses regards pour les personnes âgées, dans cette habitude qu'il avait de parler doucement quand quelqu'un pleurait. Cyril portait sa famille sans l'exposer. Il l'incarnait, comme une mélodie douce qu'on reconnaît sans savoir d'où elle vient. Il n'aimait pas le mot « fortune », trop lourd, trop bruyant. Il préférait parler de construction, de choses qu'il avait bâties, patiemment, sans jamais chercher les projecteurs. Ce que les gens voyaient de lui, c'était la surface, des jeux télévisés légers, un sourire toujours prêt, une élégance naturelle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Cyril Ferraud vivait au cœur d'un labyrinthe, soigneusement dissimulé de biens, de collections, de lieux secrets, des traces silencieuses de tout ce qu'il avait gagné. Et protégé, à Paris, son appartement n'avait rien d'exubérant. À première vue, les murs étaient blancs, les meubles sobres, mais chaque objet, chaque texture, chaque éclairage avait été choisi avec une précision presque maniaque. Ce n'était pas une question de luxe, mais de contrôle. Il avait fait installer des volets invisibles, pilotables à distance. Le parquet venait d'un atelier italien qui n'existait plus. Le piano dans le coin, un Blüthner noir mat, n'avait pas joué une note depuis des années, mais il était accordé chaque mois. Personne n'était autorisé à le photographier ici. Même ses amis proches ne pouvaient pas tout voir. Il y avait des portes qu'il gardait fermées, non par honte, mais parce que ce lieu n'était pas un décor. C'était un sanctuaire, là où il ne jouait aucun rôle, mais son vrai trésor n'était pas à Paris. Il était là-bas, dans la lumière du Sud, une bastide cachée parmi les cyprès, achetée en secret quelques années après ses débuts à la télévision. Le terrain était vaste, sans voisins visibles. Un portail en fer forgé, recouvert de lierre, gardait l'entrée. À l'intérieur, c'était une autre vie, du bois ancien, des livres par centaines, des objets rapportés de ses voyages, des lettres encadrées. Certaines signées de personnes que personne ne connaît. D'autres, d'amis disparus. C'est là qu'il gardait ce qu'il ne montrait jamais. Des œuvres d'art, souvent anonymes. Une collection commencée sans le vouloir. Un tableau trouvé dans une brocante, un croquis acheté à une vieille dame dans une gare. Chaque pièce avait une histoire, et à chaque pièce, il associait un souvenir, un moment de doute, de solitude ou de triomphe. On aurait pu croire qu'il avait mis sa fortune dans des montres ou des voitures, mais Cyril était plus subtil. Il possédait des parts dans plusieurs maisons d'édition indépendantes. Il avait investi dans des théâtres en difficulté, sous pseudonyme, une petite école de musique en Bretagne, un studio d'animation dans le Jura. Il n'en parlait à personne. Il n'attendait aucun retour. C'était sa manière à lui de faire vivre les choses qu'il aimait en secret. Il avait aussi acquis un terrain dans les Cévennes, sans construction. Juste un bois, quelques pierres, un ruisseau. Il s'y rendait rarement, mais savoir que ce lieu existait le rassurait. Comme une promesse de retraite, une échappée possible si le monde devenait trop bruyant. Un jour, pourtant, il reçut une lettre, écrite à la main, signée d'un notaire. Elle parlait d'un coffre déposé 20 ans plus tôt par un homme dont il ignorait tout. Dans ce coffre, un vieux contrat, daté de 1995. Un accord entre son père et un producteur oublié concernant une œuvre audiovisuelle jamais réalisée. En bas du document, une clause étrange. Ce projet, s'il venait un jour à exister, appartiendra à l'héritier F. Cyril comprit, alors. Ce rêve de télé, ce goût de la scène, il ne venait pas de nulle part. Il y avait eu un homme avant lui, un père discret, un rêve étouffé. Il fit restaurer le document, et il le fit encadrer. Il ne l'accrocha pas dans son salon. Il le plaça dans une pièce à part, fermée à clé, là où il gardait tout ce qu'on ne voit pas, là où résidait sa vraie fortune. La richesse de Cyril Ferraud n'était pas faite d'or ou d'apparat. Elle était faite de silence, de transmission, d'héritages invisibles. Il ne courait pas après l'argent. Il en faisait un outil,
un moyen de sauvegarder, de protéger, de construire en retrait, et s'il souriait encore, chaque soir, devant les caméras, c'est parce qu'il savait qu'il possédait, loin des plateaux, un monde à lui. Un monde complexe, fragile, mais entier. Un monde qu'aucune célébrité ne pourrait jamais acheter. Après des années à bâtir cette vie à l'abri des regards, Cyril ressentait parfois ce poids singulier que le succès amène avec lui. Pas celui des chiffres ou des biens matériels, mais celui de la solitude imposée par le secret. Au fil du temps, il avait compris que posséder des richesses invisibles, des propriétés cachées et des investissements discrets ne suffisaient pas à combler ce vide. Ce sentiment flottait toujours entre les murs de sa bastide, dans le murmure des feuilles d'olivier et le crépitement du feu de cheminée. Il aimait inviter peu, très peu, d'âmes choisies. Et pourtant, chaque visite devenait une épreuve. Ces invités, souvent fascinés par le décor et la douceur de vivre, ne saisissaient jamais l'étendue de ce que Cyril avait choisi de taire. Il les observait parfois avec une tendresse mélancolique, sachant qu'il ne pouvait pas comprendre le poids de cette richesse silencieuse s'amplifiait aussi parce qu'il existait un équilibre fragile entre ce qu'il montrait au monde et ce qu'il gardait pour lui seul. Il n'était pas rare que dans ces moments d'introspection, Cyril repense à son